À la une de ce journal, que sont devenues les promesses faites au lendemain de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka? 3 ans après ce grave accident, les Camerounais n'ont pas toujours accès à la stèle pour honorer la mémoire des victimes. Et pour cause, les travaux piétinent et l'hôpital d'Ezeka est toujours dépourvu de plateau technique optimal, au grand désarroi des populations. À suivre en ouverture de ce journal, la réaction du gouvernement. La Commission de l'Union africaine est sous le feu nourri des critiques après le limogeage de sa représentante auprès des Nations Unies. Une décision controversée qui intervient après une interview télévisée du docteur Arikana Chiwombari. Elle dénonce la coopération monétaire et économique entre la France et 14 pays africains francophones qui ne permet pas le développement économique de ces pays africains. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Certains Camerounais n'ont pas oublié ce grave accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016. 3 ans plus tard, les wagons de la mort sont encore à la gare d'Ezeka. La stèle est censée être construite depuis septembre 2018. Les travaux piétinent au grand désarroi des populations. Même l'hôpital d'Ezeka n'a pas reçu le plateau technique optimal promis au lendemain de ce grave accident ferroviaire d'Ezeka en vue de pallier aux problèmes de santé des populations et d'éventuelles catastrophes qui pourraient survenir dans le chef-lieu du département du Nyong-Ekele. D'autres précisions avec Joël Niem et Gladys Sidier. Ezeka, 3 ans après la catastrophe ferroviaire, la pire jamais enregistrée au Cameroun. De hautes herbes ont envahi le lieu de l'accident. Les wagons encore sur place rappellent le triste souvenir du 21 octobre 2016. À quelques mètres de là, la stèle, en la mémoire des disparus, dont la première pierre a été posée en septembre 2018, est encore en construction. À Ezeka, les habitants qui crient à l'abandon disent avoir le sentiment de porter seuls les stigmates de cette catastrophe. Le bilan est médiocre. Depuis que l'accident s'est passé, nous avons eu espoir que le gouvernement allait faire quelque chose sur le plan des infrastructures. Mais rien n'est fait. Nous, on croyait qu'après cet accident, Ezeka pouvait bénéficier de cet élan de solidarité du gouvernement. Quand on regarde ce que le monument là veut faire, le monument lui-même n'a pas encore été effectué à un niveau où on peut dire que bon, les familles des défunts viendront mettre des fleurs, le riz, faire ceci, cela. Tout est comme ça. Rien n'avance, rien ne se développe. La situation reste la même chose. L'hôpital de district d'Ezeka, premier centre hospitalier à avoir accueilli les accidentés après la catastrophe, est dans un piteux état, aux grandes dames des populations. Rien n'a changé, franchement. Or, l'hôpital de district d'Ezeka devrait être classé parmi les hôpitaux classiques ici au Cameroun. Et vous voyez, il n'y a pas eu ce changement, il n'y a pas de changement. Si vous allez faire un tour du côté de l'hôpital d'Ezeka, vous allez vous rendre compte que l'état de cet hôpital est même pire qu'avant. Il y a quelques mois, le gouvernement camerounais a procédé à la répartition du don présidentiel d'1 milliard de francs CFA offert aux rescapés de l'accident ferroviaire d'Ezeka qui avait fait 79 morts et 600 blessés de sources officielles. Le dernier rebondissement dans cette affaire, c'est la sortie du cabinet français Cerruti. Dans une lettre ouverte datée du 9 octobre, Pierre Cerruti, le président du cabinet, révèle que le rapport d'enquête de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka de 2016 n'a jamais été transmis au président de la République. Et le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat, a dépêché ses collaborateurs
sur le site de construction de la Stèle à Ezeka. Ils ont appelé l'entreprise prestataire à accélérer les travaux dans l'urgence. Et au cœur de ce grave accident ferroviaire, les révélations troublantes d'un expert judiciaire sur son rapport d'enquête définitif, Pierre Serrouti, a également saisi le ministre français des Affaires étrangères, annoncé en visite au Cameroun. L'expert judiciaire français a fait savoir à Yves Le Drian qu'il n'a reçu aucune réponse de la présidente de la République du Cameroun sur la supposée disparition de son rapport d'expertise définitif dans lequel les origines de l'accident et les responsabilités sont clairement établies. Cet expert français estime qu'il y a de graves irrégularités qui entachent la procédure judiciaire consécutive à la catastrophe ferroviaire d'Ezeka survenue il y a 3 ans. Plus de 10 jours après le pillage et la destruction des boutiques à San Melima dans le département du Djailobo, des commerçants sinistrés broient du noir. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les conséquences économiques sont désastreuses. Néanmoins, certains font de leur espoir en ces promesses gouvernementales de dédommagement et quelques-uns ont tenté de reprendre leur activité. Ce sont leurs jeunes employeurs, leurs jeunes employés qui, eux, broient également du noir du fait de leur mise en congé technique. C'est une réalité vécue par nos reporters Rodé Ngassi et Marcelin Gansop. Une dizaine de jours après les malheureux incidents, la vie reprend progressivement son cours normal au marché de San Melima et ses environs. Mais c'est une reprise à plusieurs vitesses pour les commerçants sinistrés. Il y a ceux dont les boutiques ont été complètement vidées de leur contenu et qui broient du noir depuis lors. Saint-Laurent Télécom, c'est une société qui faisait dans l'électronique, l'électroménager et la téléphonie mobile. On faisait dans Orange et MTN Money, Canal+. On faisait pratiquement dans tout. C'était une boutique, une référence dans la ville de San Melima. On avait au total 4 boutiques. Ils ont vandalisé 2 et ces vandales ont pillé toutes nos marchandises. Comme vous pouvez le constater, les comptoirs sont vides, les rayons sont vides. On a perdu le congélateur, le télé, il y a tout ce qui est comme matériel de maison, quoi. Oui, les appareils. Et on estime ça à peu près pas moins de 35 millions perdus. Parce qu'on est rentré de voyage lundi et mercredi, l'histoire s'est commencée. Donc, présentement, on est assis sur le banc, en train de regarder le passant, comment les gens passent, on ne sait pas comment faire pour relancer notre activité. Pour ces victimes, c'est le chômage garanti. Les plus courageux de ces commerçants essaient de nettoyer les débris qui leur rappellent sans cesse les tristes événements des 9 et 10 octobre dernier. Comme je suis on n'a pas de boutique, je ne peux pas battre, on n'a pas de famille. Bon, je viens de me marier, ça fait seulement 3 mois. Et donc je ne mange pas, dormir sur ma grande soeur, ma grande soeur me donne à manger à la maison. Donc actuellement, je paie mon temps, je viens de payer mon temps en ville, et je paie mon temps en matin, le soir, je rentre, c'est vrai. Certains, plus chanceux, ont vu leur boutique vidée de moitié. Ils se débrouillent avec ce qui reste pour assurer la pitance quotidienne. La quincaillerie en général, vous le savez comment ça se passe. J'ai perdu beaucoup de choses, je ne peux même pas citer tout ce que j'ai perdu. Cette boutique était énormément chargée, bien chargée. Sinon, je suis là depuis le matin, là même versé, je n'ai même pas eu. Mais j'attends toujours, puisque chacun a sa part. Dieu donne la part de toute personne. Si je passe toute la journée là, on ne peut pas manquer même 500 ou 1000 francs pour manger quelque chose, même sauter le riz à la maison, on ne peut pas manquer. Ces commerçants sinistrés fondent beaucoup d'espoir sur le dédommagement qui a été promis par les pouvoirs publics. Le recensement des victimes est d'ores et déjà bouclé. Le recensement qu'on a fait, ce n'est que ça que j'attends, si ça peut aboutir pour que je puisse encore relancer mon domaine et je continue de l'avant comme je l'avais commencé. Si on pouvait me donner mon même petit truc pour me battre et puis me remonter et me recevoir et puis nourrir ma petite femme qui vient d'arriver. J'ai dit que je ne veux pas beaucoup, mais j'ai demandé 1 500 000. Il n'est pas beaucoup trop utilisation. Ce qui peut me remonter avec, là je serais content. Il faut rappeler que Saint-Laurent Télécom est quand même la principale victime de cette casse et ils nous ont rassuré qu'ils savaient effectivement qu'on avait été touché et qu'ils prendront toutes les dispositions pour qu'on soit rétabli dans nos droits. On espère que ce ne seront pas juste les paroles et que les paroles vont passer aux actes. Vous savez, nous employons des familles, nous employons des autochtones même de cette ville.
Et pour le moment, tous sommes en attente. Ces commerçants, dont la plupart sont contraints au chômage forcé depuis le 9 octobre dernier, espèrent que ce dédommagement ne va pas durer une éternité. Ce d'autant que certains ont déjà maille à partir avec leurs banquiers et fournisseurs. Moi qui vous parle là, j'ai 9 enfants à la maison. Ça me dépasse. Je suis à bout. On ne sait pas comment commencer. Parce qu'entre-temps, il y a même aussi les dettes. On ne sait pas comment nos partenaires, ils sont même aussi dépassés. Et les gens qui avancent, qui viennent retirer les marchandises, il n'y a pas. Et ils ne cessent pas aussi de nous demander comment faire, comment on va faire pour les rembourser, pour les gérer. On attend, on a espoir que l'État, le président Paul-Biya peut faire quelque chose pour nous. Si c'est pour les dettes, j'ai les dettes. Puisque tu ne peux pas faire sur un truc comme ça sans manquer du crédit. On a tous les crédits à rembourser. On prend, après avoir fini de vendre, on paye, on reprend encore une autre marchandise, on vend, on rembourse comme ça que nous on tourne. Nous sommes pratiquement au point de départ. Là, je vous parle ça avec les larmes aux yeux. Nous sommes là depuis pratiquement 15 ans. Donc il n'est pas question que pour une raison ou une autre, qu'on se retrouve en train d'être emprisonné par des partenaires, par des banquiers. Des assurances ont été données par le MINAT, Paul Atanganji, de ce que le président de la République prête une oreille attentive à ce qui est arrivé à ces commerçants. Le recensement des pertes étant achevé, les victimes n'attendent plus que la bonne nouvelle, certes dans la douleur, mais avec l'espoir que tout n'est pas perdu. Dans le département du Djaïlobo, une réunion des jeunes a été interdite à la suite d'une dénonciation du CNJC antenne régionale du Sud. Les autorités locales redoutent de nouveaux dérapages susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public. D'autres précisions avec Joseph Abena. Ce n'est pas encore la quiétude, encore moins la sérénité ici à Saint-Mélima. Après le ballet des élites et les membres du gouvernement, une réunion des jeunes a été interdite vendredi dernier par le sous-préfet suite à la dénonciation du président régional du Sud du Conseil national de la jeunesse. Une situation qui n'est pas restée sans contestation. Et c'est ça qui tue le Cameroun, et c'est ça qui tue notre département du Djaïlobo. Des récupérations politiques. Cette réunion n'a rien à voir avec ça. Le CNJC est l'organe créé par le président de la République pour transmettre les doléances des jeunes. Mais les jeunes ont constaté depuis belle lurette que ce CNJC véritablement ne joue pas bien son rôle. Et je me rappelle que lors de la concertation, on a associé le CNJC parce qu'on a su que le CNJC, c'est l'organe créé par le président de la République. On ne peut pas prendre le président à contre-pied. Et vous savez que les gens qui aiment le positionnement et autres ont voulu récupérer cette réunion pour dire qu'on n'a pas machin. Et la réunion était interdite. Nous, on a pris ça en compte. Entre-temps, chez le chef de la communauté Bamoun, tout va bien. Ce qui est passé est passé. Nous sommes déjà maintenant, nous sommes déjà dans le début des bons moments maintenant, de vivre ensemble. On a relancé les activités, toutes les activités sont relancées. J'ai demandé à toute ma communauté de travailler en collaboration avec tout le monde. Donner le respect à tout le monde. Que ce soit Boulou, que ce soit Bamileke, que ce soit quelle race. Ils doivent partager de bonnes relations avec eux. Parce que le président de la République qui a signé le vivre ensemble, lui ne veut pas le désordre. Il veut la paix. Il veut que chaque Camerounais se sente à l'aise dans n'importe quelle ville où il se trouve. Ce point de vue de Sa Majesté Mbombo Aboubakar résiste difficilement à la réalité sur le terrain. Justement, on a partagé le carburant, on a regardé les passes. Moi, j'ai fait la ligne de Ninchai. Justement, sans vous mentir, moi, je n'ai pas eu le carburant et je n'ai pas eu l'argent. Justement, si moi, je croise un bamou chez moi, à ma ligne, moi, je veux les stopper pour rentrer en ville, puisqu'on a dit qu'on veut la paix dans la ville. Donc, on va essayer de faire la paix, mais on va les interdire notre ligne. Jusqu'à présent, moi qui suis actuellement, qui vous parle là, j'ai encore peur. Ce qui fait que je vais au travail, je reviens tôt. Je reviens tôt. Notamment, lorsque le ministre était là, on nous a fait comprendre que ça s'est encore gâté dans un petit village là. Ce qui fait que même hier, dans la nuit, on a vu certains de nos frères sortir, on dit que l'affaire d'aller chez vous, c'est le mot qui épate tout le monde. Malgré les discours des personnalités que plusieurs n'hésitent pas de qualifier d'hypocrites et de démagogiques, une autre étincelle peut jaillir à tout moment.
ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que tant que les jeunes ont faim, tant que les jeunes n'ont pas d'emploi, tant qu'il y a la misère, ça va revenir. En quelque sorte, ça sera une poudrière. On attendra toujours une étincelle pour que ça prenne feu. C'est ce qu'il y a eu de ce cas ponctuel. La méconnaissance réelle des faits qui, sans doute, conduit à une mauvaise thérapie, risque de clouer Sang Melima au sol et d'empêcher justement cet envol symbolisé en ce lieu. Dans la région de l'Ouest, l'axe Bafan-Bandia est toujours impraticable du fait de l'affaissement de la route et pourtant certains automobilistes empruntent cet axe dangereux. Le ministre des Travaux publics s'y est rendu pour évaluer l'ampleur des dégâts et faire des prescriptions pour la réhabilitation de cet axe routier. D'autres précisions avec Andine Gagnou et Kediara. Près d'une semaine après Nunjoumessi, le ministre des Travaux publics a fait une descente ce week-end sur le site. En compagnie des autorités traditionnelles et administratives du département, il a touché du doigt la réalité, telle que vécue par les riverains et les usagers, ce depuis l'effondrement partiel de ce pont. On paye 300, des basses, des fois 250. Bon, maintenant, ils disaient qu'il faut payer 500. Voiture pour traverser, paye 1000 francs ou 2000. Pour qu'ils mettent peut-être une planche pour qu'ils traversent dessus. Pour réguler la circulation sur le tronçon, le ministre annonce la construction d'une déviation. Nous sommes en train d'aménager une déviation, ça va prendre 3 ou 4 jours. Et puis on va remplacer la buse qui s'est effondrée par un grand dallo. Cette déviation assurera le ralliement des deux voies en attendant la construction et la pose d'un dallo. La construction du dallo peut prendre une vingtaine de jours, puisqu'il faut que le béton prenne convenablement. Il faut que vous le sachiez et on va rétablir dans la circulation. Alors qu'une polémique grossit dans l'opinion au sujet de cet effondrement, le ministre des Travaux publics, lui, le met sur le compte d'une érosion due au réchauffement climatique. Il y a de nombreuses années, quand on construisait la route, on mettait les buses sous la chaussée. On n'avait pas encore su qu'il allait pleuvoir comme il pleut aujourd'hui. D'ici à la fin des travaux annoncés, usagers de la route et riverains continuent tout de même de payer sur cette voie le lot tribut de l'effondrement de ce pont. L'offre de médiation de Paul Rikingue peut-elle influencer le cours de la crise anglophone? Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau attire l'attention du gouvernement sur l'enjeu primordial de discuter avec les leaders séparatistes pour négocier une sortie de crise dans les régions anglophones. Selon lui, le refus de prioriser une telle option profite plutôt aux entrepreneurs de guerre. Le directeur de campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto revient également sur les circonstances de son arrestation et les conditions de détention. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Le point saillant de son entretien, c'est avec Donald Brice Kamgan. La grande gueule telle qu'on le connaît, Paul Rikingue a dénoncé son arrestation en janvier dernier à Yaoundé, non sans s'interroger sur la banalisation de la violation de la loi en cette circonstance. J'ai été kidnappé. Moi, j'ai été kidnappé. Parce que la loi impose que lorsque vous venez interpeller un individu, fût-il ministre, vous devez lui dire les raisons pour lesquelles vous êtes là. Vous devez lui dire que vous êtes venu l'interpeller et vous devez lui dire de se présenter. Rien de tout ça n'a été fait. Alors du coup, ça s'assimile à peu près à ce que les gardes de Boko Haram font. Le directeur de campagne de Maurice Kamto à la présidentielle d'octobre 2018 a passé près de 9 mois avec ses compagnons du MRC, dont Maurice Kamto, à la prison principale de Yaoundé. Comme en 2015, après sa libération dans les doubles affaires de détournement présumé de fonds publics à la mairie de N'Djamena et des émeutes de 2008, il annonce qu'il réclamera des dédommagements à l'État du Cameroun pour ce qu'il considère comme de graves abus. Pour mon cas, moi j'ai saisi l'ONU, et d'ailleurs tous les autres ont saisi l'ONU. Il me semble que Fogué a saisi le comité des droits de l'homme et a demandé 67 milliards de réparations. Moi, j'ai été le plus raisonnable, j'ai demandé 10 milliards.
Je crois, quand on somme tout ça là, c'est 3720 milliards de francs que l'État du Cameroun va payer. Je voudrais vous dire que ce jugement va être rendu le 21 novembre. Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau s'insurge contre la diabolisation systématique des séparatistes s'il estime que certains acteurs politiques tirent des dividendes de la persistance de la crise anglophone. Il se propose, sous réserve d'un accord officiel, de discuter avec les leaders séparatistes, dont Sissi Ayuk-Tabé, afin de mettre fin aux tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est prêt, Ayuk-Tabé, à le faire? Écoutez, confiez-moi cette médiation. Moi, je fais venir M. Ayuk-Tabé sur la table et son équipe. Vous voulez, je vais partout, je les amène. Alors, vous savez en savoir des choses, hein? Vous savez en savoir. Vous savez en savoir des choses, Paul King. Pardon? J'ai eu le privilège de partager 9 mois avec eux. Et qu'est-ce que vous... Non, je dis, j'ai pas besoin de le dévoiler ici. J'ai dit, moi, j'ai eu le privilège. Ces garçons sont merveilleux. Ce sont des garçons merveilleux. Alors, c'est des gens terribles. Paul Ekenge, il faut qu'on cesse de les peindre comme des démons. C'est pas des démons. L'ex-maire de N'Djamena demande au gouvernement de tenir un nouveau dialogue plus inclusif sous la médiation des Nations Unies. La réforme consensuelle du système électoral est également une urgence aux yeux de Paul Ekenge, faute de quoi la voie sera à nouveau ouverte à la contestation des prochaines élections locales. Vous comprenez, j'étais dans mon milieu naturel. Dans l'escale internationale, la Commission de l'Union africaine est sous le feu nourri des critiques après le limogeage de sa représentante auprès des Nations Unies. Une décision controversée qui intervient après une interview télévisée qu'elle a accordée à une chaîne américaine. Le docteur Arikana Chiwombari dénonce les conséquences négatives de la coopération économique et monétaire entre 14 pays africains francophones et la France. Et il y a une mobilisation de la diaspora africaine dans une pétition où près de 100 000 signatures ont déjà été collectées pour demander sa réintégration au sein de l'Union africaine. D'autres précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis d'Amérique, la Ghanéenne Arikana Chiwombari Kwao a toujours brillé par son franc-parler sur des sujets qui freinent l'épanouissement et le développement de l'Afrique. Voici quelques-unes de ses déclarations sur le rôle trouble de la France en Afrique, notamment dans la spoliation des ressources du continent. Si les pays d'Afrique francophone décident d'expulser les entreprises françaises du continent, s'ils stoppent la fuite des milliers de milliards de dollars vers la France chaque année, eh bien la France deviendrait un pays du tiers-monde. Deuxième déclaration qui a fait sans doute très mal à la France, c'est son appel à la révolte de l'Afrique, à mettre fin à l'hégémonie et la prédation française sur le continent. Si vous regardez nos minéraux, les hydrocarbures, les industries qu'exploitent les sociétés françaises et ce qu'elles reversent en contrepartie à l'Afrique, ça n'a pas de sens. C'est complètement absurde. It's mind-boggling. Completely mind-boggling. Néanmoins, si les Africains ne décident pas de dire que trop c'est trop, ça suffit, de ne plus tolérer toute forme d'abus, qu'il soit de qui que ce soit, eh bien, l'exploitation va continuer. Ces prises de position à répétition depuis son arrivée aux États-Unis en 2017 ne seraient pas du goût de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Mettant un terme au mandat de l'ambassadrice Arikana Chiwombari Kwao en terre américaine, cette décision de l'Union africaine continue de susciter des contestations dans la diaspora africaine d'Europe et d'Amérique. Elle a lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli en un laps de temps 37 000 signatures pour sa reconduction au poste. Les signataires de cette pétition accusent le président de la Commission de l'Union africaine d'avoir agi sous l'influence des plus hautes autorités françaises, en l'occurrence le président Emmanuel Macron. Dans la même lancée, l'ancien président ghanéen, le capitaine Jerry Rawlings, sur son compte Twitter, a fustigé la décision du patron de l'institution africaine à avoir agi sous l'influence de Paris. Désormais critiqué et acculé de toutes parts, l'Union africaine, par la voix de son porte-parole, Eba Kalondo, rejette toutes ces accusations, affirmant dans un communiqué que la non-reconduction du docteur Arikana Chiwombari Kwao au poste d'ambassadeur à Washington a été effectuée conformément au texte réglementaire de l'Union africaine, bien loin des supputations et allégations en vogue sur le continent et dans la diaspora africaine.
Des publi-reportages dans ce journal, un industriel de renom est au Cameroun, Eddie Van Bell, président du conseil d'administration du groupe Puratos, manifeste son intérêt pour le cacao camerounais. Lors d'un entretien avec le ministre du Commerce et le conseil interprofessionnel du cacao, il a présenté une stratégie de contribution à la dynamisation de la filière cacao au Cameroun. Reportage. PCA du groupe Puratos, spécialisé dans la production et la commercialisation des produits semi-élaborés pour les boulangers, pâtissiers et glaciers. Eddie Van Bell débarque au Cameroun avec déjà une idée de ce qui se fait de bien dans la filière cacao. En réalité, nous nous trouvons entre le planteur, l'arboriculteur et l'utilisateur du chocolat, le transformateur de chocolat en bonbons, en tablettes et en pralines, le chocolatier. Et en tant que chocolatier, nous avons une activité assez importante au niveau de la matière première que le chocolatier utilise, qu'il soit artisan ou industriel, c'est-à-dire nous transformons la fève en chocolat. Et ce qui est important pour Belcolade, c'est d'avoir une matière première de qualité pour pouvoir en faire un chocolat de qualité. Avec le ministre du Commerce, différentes pistes de collaboration et de partenariat sont explorées. Elles sont principalement orientées vers le mieux-être des acteurs de la filière cacao, avec en première ligne les producteurs. Cette visite est la suite de ce que nous avions initié il y a maintenant 3-4 ans. Avec M. Daniel Mercier. Nous avions commencé à une petite échelle des marchés de niche avec les chocolatiers français pour hisser le cacao du Cameroun au niveau de l'excellence. Excellence qualitative, excellence rémunérative aussi. Oui, le producteur de cacao doit pouvoir toucher un prix décent, 2000 francs, 3000 francs, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le chemin que nous prenons, c'est le travail que nous engageons à compter de maintenant. Aux côtés d'Eddie Van Bell, un habitué de la fève camerounaise, Daniel Mercier, dont la passion pour le Made in Cameroun ouvre désormais les portes du bonheur aux producteurs locaux. À charge pour ces derniers de persévérer dans la production d'un cacao de qualité. 3 ans et demi après ma première visite ici au Cameroun, c'est un vrai bonheur de recevoir Monsieur Van Bell, puisque avec son groupe, il a la puissance de feu, effectivement, pour acheter du cacao ici, acheter le bon prix, puisque c'est notre démarche, et qu'il soit redistribué aux artisans français. Donc maintenant, c'est le consommateur qu'on doit regarder dans les yeux et dire maintenant, c'est à vous, consommateurs français, européens et consommateurs du monde, achetez le chocolat. Et là, vous serez sûr que, en tout cas, le cacaoculteur, le maître cacaoculteur sera rémunéré au bon prix. Et c'est ça ma vision. Le CICC se réjouit de la venue d'Eddie Van Bell, dont les actions à venir augurent des lendemains meilleurs pour la filière cacao. En recevant des illustres invités tels que M. Van Bell, nous espérons avoir des chiffres qui vont galvaniser nos jeunes, accepter d'exercer ce métier qui est un métier honorable. On gagne bien sa vie aussi et avec beaucoup de bonheur en travaillant la terre. Comme on dit, la terre ne manque jamais. En décidant d'investir dans la production d'un cacao d'excellence, le gouvernement, à travers le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, a fait le choix de la durabilité. Un engagement qui nous ouvre aujourd'hui les portes des plus grandes industries au monde, à l'instar du groupe Puratos, leader dans son domaine, avec des filiales dans 63 pays. Une aubaine pour le Cameroun et la filière cacao. L'entreprise Alios Finance Cameroun célèbre ses 60 ans d'existence dans le pays, une occasion de présenter à ses clients et ses partenaires son engagement à financer les activités économiques et accompagner les entreprises au Cameroun. Reportage. 60 ans, ça se fête. Alios Finance Cameroun a choisi de réunir ses partenaires et ses clients autour d'un cocktail de célébration pour marquer le lancement des activités de son soixantenaire. Quand on a 60 ans et qu'on a construit une entreprise qui fait 60 ans, on les porte sur le dos. Mais ça veut aussi dire que pour ces clients-là, qu'on a vu se développer sur le Cameroun, dans tous les secteurs, transport de marchandises, transport de personnes, industrie et autres, il y a cette fierté à dire on a réussi à accompagner ces entreprises pour leur développement sur 60 ans. Mais c'est surtout une responsabilité parce qu'il faut pouvoir faire les 60 prochaines années. Alios Finance, c'est plus de 50 milliards de portefeuilles clients repartis dans une dizaine de pays du continent africain.
Les résultats réalisés sur le terrain du financement des projets d'investissement et de crédit bail sont impressionnants. Fort de Alios, c'est d'abord la rapidité de traitement de dossiers, la simplicité de ces dossiers et surtout la facilité à pouvoir approcher les grands responsables. Et bravo pour cette longue expérience qu'on a eue avec eux, puisque moi, ça fait 27 ans que je suis au Cameroun et ça fait 27 ans que je travaille avec Alios Cameroun. Et j'espère pouvoir perdurer ça encore plus longtemps. Alios est le premier établissement financier qui a accordé le tout premier financement à Finesse Voyage en 2004 de l'ordre de 80 millions de francs. On était encore très petite entreprise qui démarrait ses travaux. Alios est arrivé à faire comprendre aux PME sur quels produits piquer pour avoir un financement sur les biens d'équipement. Alios is celebrating 60 years of existence, and I think with my company it's more than 40 years of existence. And that's why I'm here today from Bamenda. Despite the road, I decided to be here because we have to work together. Tous ces exploits, Alios Finance le doit à un personnel hautement qualifié, toujours à l'écoute permanente de sa clientèle afin de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins. Avec tout ce que nous faisons comme résultat, on fait aujourd'hui, on a un encours de 45 milliards avec un effectif de 45 employés. Ça suppose qu'il y a un esprit d'équipe qui est fort. Et j'y suis, ça fait 10 ans aujourd'hui. Il y a vraiment un profil aussi de carrière, on a la possibilité d'évoluer. Moi, je suis entré en tant que chef comptable, aujourd'hui je suis DAF. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai, on est dans un environnement qui est très concurrentiel. Et nous pensons qu'avec cette dynamique et cette équipe solide que nous avons, nous allons atteindre nos objectifs. Pour la célébration de son 60e, Alios Finance veut aller plus loin dans l'accompagnement des PME et PMI, ceci en facilitant l'accès au crédit. Pour le top management, la formule est trouvée. Sur le chiffre 60, on a voulu mettre pas mal de choses au profit de tous ceux qui, au quotidien, forment l'environnement Alios. Donc c'est pour ça qu'on a dit, parfois on a un projet qui va démarrer, mais les revenus ne vont pas venir tout de suite. Donc on vous donne 60 jours de différé. On doit assurer un matériel. On peut avoir un petit problème de trésorerie au départ. Alios vous offre 60 jours d'assurance, 60 jours d'entretien. Vous offre également 60 mois de financement. Parce qu'un financement d'un projet qui prend également du temps pour maturer, souvent ça prend 5 ans pour que vous ayez le payback comme on dit. Donc on vous donne la possibilité d'aller sur 60 mois pour le remboursement de votre financement. Ce 60e anniversaire sera marqué par diverses activités. Occasion pour les responsables de l'institution financière de se rapprocher un peu plus de ses partenaires et clients et récompenser par la même occasion les efforts des plus méritants. Le 9 novembre, nous allons organiser une marche sportive à laquelle nous allons convier nos partenaires et leur personnel, nos clients, par lequel nous allons communier avec toutes ces personnes qui tournent autour de la valeur ajoutée d'Alios Finance. Nous aurons le 22 novembre le grand gala, le boom de ces célébrations. Il y aura des remises de prix. Ce sera encore une occasion de célébrer ces 60 ans. Créé en 1959, Alios Finance est aujourd'hui leader sur le marché camerounais du leasing avec 35% de parts. En 60 ans, l'expertise de ce groupe d'établissements financiers s'est fait ressentir dans l'accroissement des micro-projets et entreprises. Alios Finance, c'est près de 50 milliards de financement sur le Cameroun, avec une taille quasi similaire dans les 10 autres pays d'implémentation du groupe Alios. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 21 octobre 2016, 21 octobre 2019, 3 ans déjà que le train 152 parti de Yaoundé, il était un peu plus de 13 heures, faisait plus de 70 morts au niveau des écarts. Et le président de la République avait promis l'érection d'une stèle en mémoire des victimes à Ezeka. Le projet a été lancé en septembre 2018. Un an plus tard, les travaux piétinent. Et c'est aujourd'hui que le ministre des Arts et de la Culture a dépêché une délégation afin de voir plus clair sur ces travaux, demander à l'entreprise d'accélérer les travaux pendant que les populations, elles, s'interrogent sur les promesses gouvernementales
qui n'ont pas été tenus à Ezeka, notamment l'hôpital d'Ezeka, dépourvu jusqu'aujourd'hui d'un plateau technique optimal pour les soins des populations et en cas d'autres catastrophes qui pourraient survenir dans cette ville. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.